Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Frédéric Ploquin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, journaliste spécialiste du grand banditisme et auteur de l'ouvrage Confession d'un patriote corse, des services secrets français au FLNC aux éditions Fayard. Frédéric Ploquin, je voulais vous entendre parce qu'on a tous été ébahis par une nouvelle actualité à Grenoble. Cette fois-ci, on a peut-être franchi une ligne rouge. Êtes-vous surpris ? C'est une grenade arme de guerre qui a été lancée dans un bar, dans un quartier sensible de Grenoble, avec 15 blessés à la clé. Une grenade, vous êtes d'accord, Frédéric Ploquin, c'est du jamais vu dans ces circonstances. Oui, est-ce que c'est encore du banditisme? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le terrorisme? Est-ce qu'on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler une forme de narco-terrorisme? J'ai l'individu qui se présente devant ce bar rempli de personnes qui sont rassemblées apparemment pour regarder un match de foot de la Ligue des Champions, a pour objectif, visiblement, par ce geste, de terroriser la population, que ce soit le patron du bar, le gérant du bar, les habitants du quartier. En tout cas, le résultat, il est il sème la terreur d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je parle volontiers aujourd'hui de narco-terrorisme, puisque ça pourrait avoir un rapport avec cette économie souterraine. Et en même temps, effectivement, il se balade comme ça avec sa cagoule dans la rue, sa kalachnikov en bandoulière et cette grenade. Mais comment c'est possible, Frédéric Ploquin, ça Ces armes de guerre, elles viennent d'où ? Comment on peut se balader avec des armes de guerre à Grenoble ou ailleurs ? Mais déjà pour ceux qui en doutaient, on peut considérer, acter le fait que Grenoble est d'une certaine façon un petit Marseille. Et moi j'ai envie d'évoquer l'idée que les méthodes qu'on découvre ces derniers temps à Marseille dans le cadre de l'éclosion de ce qu'on appelle la DZ Mafia sont en train de s'étendre à d'autres parties du territoire. Grenoble a toujours été un terreau favorable, il y a toujours eu un écosystème favorable, on va dire, au grand banditisme et au crime organisé, et ceci depuis des années. Donc à partir de là, le fait que les armes de guerre arrivent jusque-là, si vous voulez, les armes de guerre... Mais elles viennent d'où, ces armes de guerre ? Et ça coûte combien, Frédéric Ploquin, juste pour avoir une idée ? Je vais pas vous donner les tarifs exacts, mais des fourchettes, très cher par rapport... par rapport aux revenus d'un trafiquant de stupéfiants ou de quelqu'un qui est dans ce... Bon, c'est pas quelque chose de cher. Et je veux dire, si vous mettez quelques milliers d'euros sur la table, vous vous équipez largement. Donc simplement, elles viennent d'où ? Elles viennent des pays où elles sont fabriquées. Il y a énormément de déstockage. Je pense actuellement, notamment, vous savez, il y a énormément de militaires qui à un moment donné, dans certains pays, ne disposant pas d'une paye suffisante, décident de se livrer à la contrebande d'armes. Ils se moquent complètement de savoir entre les mains de qui elles vont atterrir, ces armes, mais ils savent très bien qu'elles vont pas servir à faire la guerre, puisqu'ils les livrent, ils les amènent en Espagne, en Italie, en France. Beaucoup en Espagne, d'ailleurs, elles arrivent directement par container, parfois directement depuis la Russie, qui est un grand pourvoyeur, qui a toujours été un grand pourvoyeur sur le marché parallèle en armement. Et à partir de là, si vous voulez, c'est pas très compliqué pour qui en a besoin de s'en procurer pour des sommes assez ridicules. Ça paraît dingue. J'imagine aussi pour les auditeurs d'Europe 1, ça paraît dingue. On peut se trimballer avec des kalachnikov ou des grenades. Mais des grenades. Les deux, mais ça rappelle, si vous voulez, ça rappelle la guerre, plutôt. Exactement. C'est troublant. Ce sont des armes de guerre. Si vous voulez, la dernière fois, pendant la guerre d'Algérie, par exemple, je le rappelle, des grenades étaient régulièrement lancées dans des cafés, que ce soit pour atteindre des clients français défavorables à l'indépendance ou l'inverse, dans les deux camps. Et à l'époque, ça faisait énormément de morts, mais on était en guerre. Là, on n'est officiellement pas en guerre, mais on a des individus qui dans leur tête, en tout cas, soit pour une vengeance, soit pour qui sont totalement aveuglés par le projet, on va dire, criminel. Et là, il s'agirait potentiellement, on a l'impression qu'on a affaire à une vengeance. Et dès lors qu'on veut se venger, finalement, peu importe le fait qu'on va se faire prendre, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il se fasse prendre. En fait, l'idée, c'est la vengeance qui aveugle celui qui la commet. Et à Marseille, on a vu récemment des cas similaires avec des balles, on va dire, qui faisaient des tas de victimes collatérales. C'est ça qui est nouveau. Vous avez déjà vu ça, vous, Frédéric Ploquin, en France, Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Dans le narcobanditisme, le crime organisé, quand vous êtes membre du crime organisé, vous n'avez pas intérêt
à faire des victimes collatérales. C'est pas dans votre intérêt. C'est même complètement, si vous réfléchissez 2 minutes, complètement contre-productif. Dans la voyoucratie française, pendant 40-50 ans, on sait, les comptes n'ont jamais cessé de se régler, mais c'était face à face, avec des armes de poing, et puis il y avait jamais de balles perdues, on va dire. Et donc là, mais quand est-ce qu'on a basculé, Frédéric Ploquin? Et pourquoi? C'est cette génération, il y a pas très longtemps. Mais vous l'expliquez comment la bascule dans cette ultra-violence? Bah écoutez, d'abord il y a un rajeunissement permanent des acteurs du narcotrafic, parce que la police fait, il faut quand même le dire, relativement bien son travail. Et donc la police dézingue en permanence des réseaux bien établis. Et donc quand les grands frères, on va dire, se retrouvent en prison, leur premier réflexe, ça va être d'essayer de commanditer de continuer à tenir leur possession, leur business depuis l'intérieur de la prison. Mais ils vont s'appuyer sur les plus jeunes. Et puis c'est toujours comme ça fonctionne toujours comme ça. Les plus jeunes finissent par prendre le pouvoir. Et chaque génération se montre finalement un peu plus dingue, quoi, un peu plus violente, un peu plus débridée sur le plan de la violence, et avec de plus en plus une espèce d'alignement comme ça mythologique sur les gangs criminels sud-américains ou mexicains. Alors justement, Frédéric Ploquin, vous évoquiez la prison. Que pensez-vous de l'idée de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, de mettre en place une espèce de super prison pour les narcotrafiquants? C'est-à-dire qu'il a déjà une liste établie, semble-t-il, de trafiquants qu'il mettrait dans un même établissement. Est-ce que ça peut aider d'une manière ou d'une autre, et comment? L'idée, elle est partie, je pense, de ce qu'on a vu récemment à Marseille, où des magistrats se sont satisfaits du fait que un certain nombre de cadres présumés de la fameuse DZ Mafia, qui étaient incarcérés et qui commanditaient des meurtres depuis la prison, ont vu la surveillance se resserrer, notamment au Baumette, autour d'eux. C'est la surveillance resserrée, ça veut dire plus de personnel concentré sur eux, plus de pression, etc. Au point d'ailleurs qu'ils se sont révoltés, ce qui est le signe que ça les dérangeait, puisqu'il y a eu à partir des Baumettes la volonté explicitée de s'en prendre à la vie d'un membre de l'administration pénitentiaire. Ça veut dire que ça les touchait. Ça part de là, cette réflexion, et en fait, ce qui se dit entre les magistrats aujourd'hui et le ministre de la Justice, c'est est-ce qu'on pourrait pas dupliquer ce modèle? Moi, je vois très bien. Moi, je crois que c'est un rêve sympathique. Donc vous y croyez pas, Frédéric Ploquin? C'est pas ça, c'est que il y a deux écueils. Le premier, c'est que quand même, il faut savoir, si on se met du point de vue des surveillants, que le plus difficile pour un surveillant de prison, c'est précisément de surveiller, d'avoir affaire à ces caïds, plein de pognon, plein d'ambition, capables de tout au niveau de la corruption, etc. Ce sont les clients les plus difficiles. Donc si vous mettez 100 clients difficiles, on va dire, dans un établissement. Il a déjà la liste, Gérald Darmanin. Mais je me mets à la place. Non, mais mettez-vous 2 secondes à la place des surveillants. Je veux dire, ça va être potentiellement extrêmement explosif. Donc moi je dis, sur le papier, ça paraît sympathique, on va les isoler. Il y a ce premier écueil qui est que les surveillants, ils vont souffrir. Il va falloir changer le personnel tous les mois ou tous les 2 mois, tous les 6 mois, si on veut éviter qu'ils craquent, si on veut éviter les cas de corruption, si on veut éviter tout ça. Et deuxièmement, il y a cette idée de la prison. On peut pas instaurer le bagne, on peut pas restaurer le bagne de Cayenne. Oui. Mais c'est vrai que l'idéal dans ce rêve, c'est un peu ça, c'est-à-dire une prison où il y ait très peu de parloirs ou pas de parloirs du tout, aucune corruption, pas de téléphone portable, pas de possibilité d'en introduire. C'est une prison. Je ne sais pas techniquement et juridiquement comment. Vous y croyez pas. Vous dites c'est un peu de la com de Gérald Darmanin qui veut montrer les muscles, mais dans l'application, vous dites ça et en même temps, mais il a dit j'ai quand même commencé par dire que. J'ai quand même commencé par dire que ça dérangeait les caïds. Donc c'était bon signe du point de vue du ministre de la Justice. D'accord, c'est un bon signal, en tout cas, un bon signal. Le fait que, je veux dire, paradoxalement, le fait qu'il y ait eu cette tentative de s'en prendre à la vie d'un membre de l'administration pénitentiaire signifiait que les méthodes utilisées vis-à-vis de ces malfrats fonctionnaient, au point qu'ils aient envie de s'en prendre à la vie d'un membre, d'un fonctionnaire. Donc moi je crains un peu pour les fonctionnaires qui travailleront dans ces prisons, parce que vous aurez
aurez, en gros, vous allez rassembler 100 millionnaires, tous avec on va dire un portefeuille énorme et capable d'acheter la terre entière, tous avec des ambitions et des égos démesurés. Ça va être une cocotte minute, ou bien ils vont s'entendre, mais pour l'instant ils sont plutôt en concurrence les uns les autres, donc soit ils vont s'entretuer dans cette prison, soit alors là pourquoi pas, mais ça serait vraiment très contre-productif. Vous voyez, par exemple, on assisterait du pouvoir de l'argent, Frédéric Ploquin, mais ce matin on a traité un sujet sur Europe 1, 3 mineurs et un surveillant de prison qui viennent d'être mis en examen après des livraisons de drogue et de téléphone. Voilà. Donc la corruption, vous craignez la corruption à ce niveau-là, c'est ça? Quand on a 100 narcotrafiquants multimillionnaires dans la prison, il y a risque de corruption, quoi. Pour rassembler les plus riches, il suffit qu'ils fassent un petit pot commun, et je veux dire, ils vont largement avoir de quoi faire miroiter des billets sous le nez d'agents de l'administration qui sont pas forcément extrêmement bien payés. Et d'ailleurs, excusez-moi, je vais jusqu'au bout. Si ça ne fonctionne pas l'argent, ce sera encore pire. Les menaces. Ce sera la menace, c'est-à-dire que je crois qu'il pourrait y avoir des cas de corruption complètement subis, c'est-à-dire que sans même toucher le moindre billet, mais simplement sous la pression et sous la peur, vous pourriez vous retrouver avec des fonctionnaires qui, pour survivre, pour sauver leur peau, introduisent du matériel dans une prison. C'est tout à fait envisageable. Alors vous évoquiez la corruption, juste un mot encore, Frédéric Ploquin, parce que malheureusement le temps nous manque. Un mot sur cette affaire. Vous avez peut-être entendu parler de ce narcotrafiquant qu'on appelle dans le milieu Jacques Chirac, qui pourrait retrouver la liberté avec un bracelet électronique pour une vice de procédure dans la mise à jour de son dossier par la greffe du juge des libertés et de détention. Du coup, ces avocats ont pu faire appel à la cour d'appel qui leur a donné raison. Là, on est dans le vice de procédure et on évoquait hier avec Georges Fenech qui était avec moi dans ce studio. Effectivement, il y avait déjà des greffiers qui ont été mis en examen parce que corruption. Corruption. Cette affaire, est-ce que ça fait écho chez vous? Bon, d'abord dire que les avocats ils sont payés pour faire leur boulot. Bon, il faut pas. Je veux dire, on est dans un état de droit. Bien effectivement, sûr. Ils sont très bien payés, mais on a des très bons avocats. Donc en face, on doit avoir. C'est la première chose à dire. On doit avoir un personnel de justice et des policiers qui font des procédures en béton, irréprochables et qui sont bien formés. Ça, c'est le premier point. Si on veut pas justement avoir ce genre de risque. La deuxième chose que j'ajoute, c'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, c'est qu'effectivement, aussi bien les avocats que les greffiers peuvent eux aussi être approchés, subir des pressions, subir des approches. Alors ça peut être les deux, ça peut être en échange d'un billet de banque ou ça peut être sous la menace. Et on oublie une date, on oublie une petite signature quelque part et on a la vie sauve. Pourquoi pas? Donc il faut prendre en considération les deux cas de figure. Ce ne sont pas uniquement des faits de corruption, ça peut être effectivement des faits de pression. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, journaliste spécialiste du grand banditisme et auteur de l'ouvrage Confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC. Vous vous souvenez de ce que disait Éric Piolle dans les colonnes de Libération cette semaine à propos de la sécurité, messieurs? Je m'en fous. C'est marrant, Jules Torres, parce que il a un tout petit peu changé ce soir à la télévision. On va écouter Éric Piolle dans un instant sur Europe 1. Europe 1.